Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir un autre intervenant avant de vous passer le micro pour que vous puissiez poser des questions et vous exprimer. Donc il s'agit de Monsieur Christian Armand. Donc Monsieur Christian Armand fait partie d'une association des riverains de Main Basque. Donc pour eux c'est du concret, hein, ça va se passer sous leurs pieds. Et donc il va traiter des risques liés au stockage. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors merci à Bruno de cette introduction sur les diapires. Ça me permettra de passer plus vite puisqu'il a dit les éléments essentiels. Donc, l'association de Main Basque, eh bien, on vient de vous le dire, hein, nous, le projet, il est à nos pieds, à 400 mètres de la première maison et à environ 1500 mètres du cœur du village. Alors c'est pour ça que je me suis permis de parler du stockage de gaz de Main Basque, parce que même si géographiquement il est beaucoup plus situé sur Pouillon, il est très près des Mains Bastais. Alors, on va parler des problèmes de risque, et donc pour situer ces risques, j'ai souhaité les placer par rapport aux différentes activités, depuis la période de recherche actuelle, jusqu'à un éventuel oubli, mais ça, je laisserai d'autres personnes en parler pour gagner du temps. Alors, on va passer vite sur cette dia, c'est simplement les différentes étapes, les différentes obligations administratives. Donc, pour faire de la recherche, on doit avoir un arrêté ministériel, ça, EDF l'a, et a commencé sa recherche. Pendant les travaux, chaque forage, et c'est le cas, si vous allez sur le site du futur deuxième forage, vous voyez sur la grille l'arrêté préfectoral qui donne les conditions donc, dans lesquelles on va réaliser ce forage. Merci. Ici, une phase extrêmement importante et qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le début de l'exploitation. Fini la recherche. Donc là, il faut une demande de concession et c'est un décret en Conseil d'État qui les donne, après, bien évidemment, enquête publique. Et là, il nous faudra être très, très vigilants et très dynamiques à cette période d'enquête publique. Ensuite, pour l'exploiter, comme il y a eu le décret en Conseil d'État, un arrêté préfectoral suffit, qui donne les conditions dans lesquelles l'exploitant a le droit de lancer sa fabrication. Tous travaux demandent une remise à jour et donc un nouvel arrêté préfectoral. Et puis après, eh bien, 50 à 75 ans plus tard, une demande d'arrêt de l'exploitation. Et là, il faut remettre en état. Et puis, on rentre dans une phase de surveillance, puis progressivement d'oubli. Alors, dans ces différentes phases, quels sont les risques ? Donc la phase recherche, c'est la phase actuelle. Qu'est-ce qu'on a comme risque ? Bon, on a en gros les risques d'un chantier de travaux publics. Des engins, donc avec de l'huile. On a quelque chose qui reste malgré tout très limité. Les consommations naturelles sont très limitées. Et les dispositions telles qu'on peut les voir sur les deux forages, celui qui a été réalisé et celui qui est prévu, montrent que les éléments ont été bien pris en compte. Même, je dirais, si vous avez la curiosité d'aller voir sur le site du prochain forage, vous verrez même que c'est luxueusement installé. La période, donc, d'aménagement, ça sera la période de dissolution. Voilà, il y a du Larsen. Ça sera la période de dissolution des premières cavités. Donc, à ce moment-là, on va avoir besoin de l'eau de mer, on va mettre une installation sur site de lessivage, et puis on va commencer à pomper, et puis on va envoyer de l'eau dans le sel pour dissoudre, et voilà, on envoie, on récupère la saumure, enfin ça EDF nous l'a bien expliqué. Alors voilà le site, alors ça, cette partie-là, les gens qui connaissent bien Main Basque, elle existe. Elle va servir pour le prochain forage, mais elle sera aussi le premier cluster, c'est-à-dire le premier groupe de forage pour exploiter les cavités salines. Pour ceux qui veulent aller s'y promener, ici, vous avez le château d'eau de Pouillon-Main Basque. Donc, ne croyez pas
L'installation a déjà commencé. En L, vous voyez, ça sera la zone de lessivage, et en A, les premiers bureaux. Donc pendant la phase de création des cavités, on en sera à peu près là. Quels sont les risques associés à ce moment-là? Ils restent limités. On a bien évidemment de l'eau de mer. S'il y avait une rupture de la digue, on aurait une petite coulée de boue, d'eau de mer, etc. Bon, ça reste que des choses relativement limitées. Par contre, on va commencer à avoir une nuisance, c'est tous les pompages, hein, parce que il va falloir des grosses pompes et donc des moteurs qui vont tourner en continu. La période d'exploitation. Alors, là, on se trouve avec les premières cavités qui commencent à être en exploitation. On se trouve avec EDF qui continue à creuser d'autres cavités. Et puis, bien évidemment, il faut entretenir tout le matériel. Donc, la totalité des activités coexistent. Avec, évidemment, toujours des risques lorsque plusieurs activités coexistent sur un même chantier. Le gaz arrive, les compresseurs fonctionnent, on injecte du gaz dans les cavités, le gaz est pompé, il faut le réchauffer, le déshydrater, l'odoriser, le mettre en pression pour le remettre dans le réseau. Voilà. Les shadows s'activent, ils pompent et ils repompent. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Toujours dans l'exploitation, le site est classé CVSO, seuil haut, c'est-à-dire risque majeur, risque industriel majeur. L'exploitant doit évaluer ses risques. On appelle ça le PPRT, plan de prévoyance des risques technologiques. Alors, EDF a déjà fait une étude préliminaire qui a pris comme risque majeur une rupture de canalisation de gaz dans l'exploitation, avec explosion et incendie. Cette étude est plutôt bien faite, il faut le reconnaître. Elle est dans les documents, c'est une étude préliminaire, et elle est réaliste. En raison des énergies dues aux explosions, il y a un périmètre d'environ 300 mètres qui est tout à fait plausible et réaliste par rapport à ce qu'on connaît d'une espèce d'exploitation de ce chimique ou gazière de ce genre. Alors, on va prendre le cercle, hein, donc sur le site où maintenant il y a de quoi recevoir et envoyer du gaz, sur lequel on peut le déshydrater et l'odoriser, sous lequel on peut l'envoyer dans les cavités, sous lequel on a un certain nombre de stockages. Hein. Et bien tout autour de cette zone, ils ont délimité des risques qui vous donnent ce périmètre que vous devinez peut-être, hein, de la zone dans laquelle, bien évidemment, on ne doit pas construire. Ça reste très limité, 300 mètres environ. Et c'est, je dois le dire, plausible. Sauf que dans cette phase-là, hein, bon, les effets sont limités, ils ont mis les tranchées, donc ils peuvent dire 300 mètres, c'est bon. Mais si on ne réfute pas cette analyse, on s'aperçoit qu'il y a un risque essentiel qui n'a pas été pris en compte, hein, à savoir l'aléa lié au stockage. Et là, je vais rejoindre un petit peu ce que disait tout à l'heure Bruno Cahuzac sur la complexité d'un diapir. On va avoir deux effets de la convergence et de la fracturation hydraulique. Le CGM, c'est une roche très plastique, ça flue, mais ce n'est pas du tout homogène, comme l'a dit Bruno. Et ce sel va être soumis à la pression du gaz à l'intérieur de la cavité, à savoir 200 bars environ prévus, ou 70 bars, enfin 200 bars c'est la pression qui règne à environ 1000 mètres de profondeur dans du sel, et 70 bars c'est la pression dans laquelle on restitue le gaz au réseau. Donc, vous avez une bonne bechigue, hein, une bonne bechigue qui va être soumise soit trop gonflée quand on lui met 200 bars, soit quand dégonflée quand elle est à 70 bars. Et la cavité, elle va être soumise constamment au cours de l'exploitation à ce jeu d'accordéon. Et comme ça, il y en aura une douzaine.
Or, dia suivante, vous voyez, là, on est au cœur du diapir. Tout à l'heure, Bruno vous donnait la taille complète. Là, on est dedans. Alors, vous voyez, c'est du selgem, mais dedans, il y a des passés d'anhydrite, de gypse, d'argile, un peu de cendre. Et puis, vous avez des fragments de dolomie, des fragments de dolérite. C'est quelque chose de très hétérogène. Et c'est là-dedans qu'on va créer là où les cavités. Voilà la cavité. Alors la cavité, tous les insolubles sont venus s'entasser. Le premier sondage, il a donné de l'ordre de 15% d'insolubles. On verra pour le second. Et donc cette cavité, eh bien, elle traverse toutes les structures plus ou moins complexes, comme montraient les dernières diapositives de Bruno Cahuzac. Autrement dit, vous avez partout des différences de comportement entre le selgem massif et les autres roches, donc des zones de fracture. Si vous gonflez, vous faites de la fracturation hydraulique. Et si vous dégonflez, eh bien vous avez peut-être des morceaux qui vont se casser la gueule dans la cavité. Qu'est-ce qui se passerait si, comme ça se passe dans les forages connus, eh bien on a un problème au niveau du tubing. Bien. Voilà, au niveau du tubing, eh bien, on attaquerait le béton, le ciment, et donc on aurait la possibilité, comme ce qui existe sur certains gisements de gaz de schiste, ce qui n'a rien à voir ici, mais comme ce qui existe sur certains gisements de gaz de schiste aux États-Unis, c'est-à-dire des remontées de gaz le long du tubing. Donc, une possibilité d'accident majeur, avec fuite de gaz, qui serait quelque chose de comparable à ce que l'on entend dire à l'heure actuelle en mer du Nord. Bien. Donc je vous passe les différentes fracturations entre la roche, le ciment et le tubing. Hein. Bien. On va couper, voilà. On est en fin d'exploitation. Malgré tout, il y a quelques petites nuisances. Le bruit des compresseurs, alors là c'est encore pire que tout à l'heure. L'odeur du produit que l'on met, le gaz n'a pas d'odeur. Donc on rajoute du THT, tétrahydrothiophène, qui est un truc qui sent l'œuf pourri. Pour vous donner une idée, un bon nez arrive à sentir une partie par billion, pas 1%, pas 1 pour 1000, pas pour 1 million, 1 pour 1 billion de traces. Alors imaginez si les 5 mètres cubes prévus par EDF avaient une petite fuite, l'odeur joyeuse qu'on aurait dans la région. Bon, il y aura bien sûr une torchère qui illuminera nos nuits, et puis des tours aéroréfrigérantes, bon, qui seront traitées comme toute tour aéroréfrigérante, mais qui nécessiteront un suivi des légionelles, le truc classique. Donc voilà quelques petites nuisances. Le paradoxe, et je vais conclure là-dessus, c'est qu'au bout de 75 ans, ben, il faudra boucher, remplir les cavités, et à ce moment-là, on y mettra de la saumure. Alors, où irons-nous chercher du sel? Sur un autre diapir, sans doute. Voilà, je passe. Merci de votre attention. Merci.